Voilà, donc Lorenz Adaptation, donc pour les LLM. Alors, donc en gros, c'est un algorithme de NLP, Natural Language Processing. L'idée, en fait, c'est que quand on veut traiter du texte, la difficulté, c'est que même pour des tâches assez simples de texte, on se heurte à quelque chose d'assez problématique, entre guillemets. Parce qu'en fait, le texte, c'est des données assez particulières parce que les caractères qu'on utilise pour représenter les mots, ils donnent pas directement la sémantique, en fait. Ils donnent pas directement le sens. Enfin, c'est pas facile de relier un mot, donc avec les lettres, avec le sens du mot. Et c'est justement le sens, nous, qui nous intéresse pour pouvoir traiter du texte. Par exemple, une image, c'est bien fait parce que les pixels, ça représente directement les niveaux de RGB. Et donc, c'est assez. Enfin, c'est directement enfin, les valeurs des pixels donnent directement, typiquement, par exemple, la couleur du pixel. Donc, qui sont directement des choses exploitables. Par contre, deux mots qui contiennent quasiment les mêmes lettres dans le même ordre peuvent avoir des sens extrêmement différents. Et même d'ailleurs, un mot peut avoir plusieurs sens différents en fonction de son contexte, etc. Et donc voilà, donc c'est assez difficile. Et même pour des tâches simples de NLP, on se heurte du coup à ces deux problèmes. C'est-à-dire le premier problème, c'est transformer les mots en des valeurs numériques exploitables qui font du sens. Et la deuxième chose, c'est pouvoir exploiter un contexte. C'est-à-dire que voilà, vous avez une phrase entière et les mots ont l'influence sur les autres mots, sur la compréhension des autres mots. Et plus généralement, on l'influence évidemment sur la compréhension du texte entier. Et donc voilà, il faut savoir pouvoir gérer les différents groupes de mots en fait, et leur donner un sens assez particulier. Et donc c'est pour ça qu'en fait, heureusement, on arrive à avoir des modèles qui sont capables de faire ces deux choses-là simultanément et voilà en symbiose entre guillemets. C'est-à-dire que la représentation des mots aide, enfin est au service de la représentation de la compréhension de la phrase et inversement. Et par contre, le problème, c'est que ça nécessite des algorithmes qui sont très, très gros. En général, enfin, les gros algorithmes de base pour faire ce genre de choses, ce qu'on appelle justement les larges langages modèles. Et eux, typiquement, ils sont extrêmement longs à entraîner from scratch et aussi très chers. Donc plusieurs millions d'euros pour certains. Bah, pour les gros algorithmes state of the art, c'est ça, cette sorte de grandeur là. De dollars. Enfin bon, bref. Et voilà. Et du coup, justement, le problème, c'est que même pour des tâches assez simples de NLP, il faut pouvoir. Il y a une barrière à l'entrée, en fait, c'est de pouvoir avoir justement ces propriétés de compréhension de texte. Et donc, un gros truc du NLP, une grosse. Enfin, la plupart des tâches de NLP, au final, l'idée, ça va être de justement, de récupérer un large langage modèle et après l'adapter pour faire sa tâche en particulier. Parce que le large langage modèle, il est entraîné pour savoir faire plein de choses différentes. Mais après, c'est plus efficace quand on a une tâche précise de NLP de réentraîner, donc à plus petite échelle, hein, c'est-à-dire avec moins de données que ce qu'il avait de base et avec un coût bien inférieur, de réentraîner le large langage modèle sur une tâche particulière avec des données particulières. Et donc voilà, donc ça c'est un gros enjeu du NLP de pouvoir faire ça. Donc c'est ce qu'on appelle le fine-tuning de large langage model. Et en fait, ici, le papier qu'on va voir aujourd'hui, Laura, c'est une technique assez universelle, entre guillemets, parce qu'elle peut s'appliquer sur à peu près n'importe quel large langage modèle, et même en fait, n'importe quel transformer. Pas forcément que du texte d'ailleurs, on l'utilise exclusivement pour le texte, mais c'est vrai que finalement, c'est pas forcément que pour le texte. Et l'idée, voilà, c'est de se simplifier à fond la vie. Et donc, on va voir comment ça marche et dans quelle mesure est-ce qu'on simplifie la vie lorsqu'on fait du fine-tuning. Voilà, donc l'idée, voilà, c'est de faire en sorte d'avoir un fine-tuning qui soit plus facile de n'importe quel transformer, même les transformers très très gros. Et donc l'idée, en fait, c'est finalement assez simple à illustrer. Donc on part d'un modèle qui est déjà, comme on a dit, entraîné avec énormément de données, voilà, ça coûte des millions de dollars, etc. Et on va simplement essayer donc en fine-tunant, en fait, l'idée de fine-tuner, c'est-à-dire qu'on va réentraîner les poids à l'intérieur pour pouvoir s'adapter à notre tâche particulière. Mais là, au lieu de réentraîner la totalité des matrices de paramètres, donc typiquement dans un transformer, les matrices de poids, en fait, c'est que des couches denses, en fait. Il y a rien de plus que des couches denses. Simplement, c'est la façon dont on utilise les sorties des couches denses qui sont assez particulières, donc notamment dans les mécanismes d'attention. Mais bref.
À la base, toutes les couches paramétriques, c'est que des couches denses. Et donc une couche dense, finalement, c'est une matrice. C'est-à-dire que vous avez l'entrée, on fait un produit matriciel, et la sortie, c'est la sortie de la couche dense. Il n'y a rien de plus simple qu'une couche dense. Et donc, l'idée de Laura, c'est que plutôt que de réentraîner la matrice de poids, en fait, on va entraîner une matrice donc de la même taille, mais dans laquelle, par construction, on va avoir un rang inférieur. Dans l'idée où, quand on veut fine-tuner un modèle, eh ben, ça suffit d'essayer d'apprendre une matrice de rang très faible par rapport à la taille de la matrice. Donc typiquement ce qu'on va faire ici, donc on garde nos poids freeze, donc qui viennent du coup, enfin qui sont pré-entraînés. Et en fait on va prendre deux matrices A et B. Donc si par exemple notre matrice au départ elle était de taille MN, là on va prendre une matrice de taille MR pour un certain R, et une autre matrice de taille Rn. Et en faisant le produit de A fois B, donc des deux matrices, on obtient du coup une matrice de taille Mn, mais on la force à être de rang R. Donc, le point négatif, c'est que du coup, on perd entre guillemets en représentativité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réentraîner la totalité des matrices parce qu'on force notre nouvelle matrice entraînée à être de rang R. Donc avec R petit, ça veut dire qu'en fait, on a des matrices qui finalement vont permettre de projeter les données dans des sous-espaces vectoriels de dimension assez faible. Okay. Mais l'avantage, par contre, c'est que le nombre de paramètres est extrêmement réduit. Imaginez que m égale n égale 10 000, donc vous avez une matrice 10 000 fois 10 000. Et maintenant, si vous dites, en fait, R il vaut 1, votre matrice A, il y a combien de paramètres? Il y en a 10 000 fois 1, donc il y en a 10 000. Et la matrice B, il y en a aussi 10 000. Du coup, vous allez vous retrouver avec 20 000 paramètres, alors que 10 000 fois 10 000, ça fait 100 millions. Donc vous avez réduit énormément. Donc c'est ça en fait toute l'idée du truc. D'ailleurs, je vous ai dit 10 000, en général les LLM c'est plutôt pas 10 000 fois 10 000, plutôt du 2000 fois 2000, 1000 fois 1000 ou 4000 fois 4000, mais enfin bref, on reste dans des ordres de grandeur assez proches. Donc on réduit drastiquement et ils disent donc nous en utilisant justement ce trick, on réduit le nombre de paramètres à entraîner en fait en divisant par 10 000 le nombre de paramètres. Donc c'est plutôt énorme. Et la mémoire GPU, par contre, elle est uniquement divisée par 3. Mais on verra dans la suite pourquoi est-ce que c'est divisé par 3. Mais notamment c'est parce qu'en fait on a encore besoin de mettre dans le GPU la totalité des poids, notamment les poids pré-entraînés. Et donc ça prend quand même pas mal de place, même si au final on réentraîne qu'une toute petite partie de ces paramètres. Alors je vous ai fait un petit truc pour illustrer. En gros, à quoi ça correspond en fait d'entraîner deux matrices A et B de taille MR et de taille Rn et de faire le produit. En fait, donc ça, on peut déjà vérifier que le produit de telle matrice, ça fait bien une matrice de rang R. Pourquoi? Simplement parce que si on se rappelle des cours de prépa, en gros, le rang d'une matrice, c'est la dimension de l'espace vectoriel en sortie. C'est-à-dire qu'on lui donne en entrée la totalité des vecteurs qui existent, et on regarde en sortie la dimension de l'espace vectoriel qui correspond. Et donc là, typiquement, si on fait le produit A fois B, le rang de AB, il est forcément inférieur ou égal au rang de B. C'est-à-dire que B, il envoie des vecteurs, il envoie les vecteurs dans un espace vectoriel d'une certaine dimension. Et donc si en entrée, on lui donne non pas tous les vecteurs du monde, mais seulement la sortie d'un autre morphisme, forcément il ne peut pas réaugmenter encore plus la dimension de sortie. Ce sera inférieur ou égal. Voilà, donc du coup, le rang du produit est forcément inférieur ou égal au rang de B. Le rang de B, c'est quoi? Si ça prend en entrée un espace vectoriel de dimension R, le rang en sortie, c'est forcément au maximum R. Voilà, donc le rang ici de notre matrice produit, du coup, c'est forcément inférieur ou égal à R. Et en fait, c'est même égal à R, très probablement. Typiquement parce que si A et B sont deux matrices apprises, entre guillemets, c'est des matrices un peu aléatoires, c'est-à-dire que probablement inversibles en fait. Et donc typiquement, ici, si on fait le produit, on peut se rendre compte assez vite que la sous-matrice en haut à gauche, là, R fois R, est elle-même probablement inversible, puisque produit de matrice inversible. Okay.
Donc ça montre ici que le rang de M, il est au moins égal à R. Donc s'il est inférieur ou égal à R et supérieur ou égal à R, du coup il est égal à R. Ok. Donc du coup, en faisant le produit, on a bien une matrice de rang R. Donc c'est-à-dire intuitivement que en tant que matrice de poids, si elle est de rang R, c'est-à-dire qu'en fait elle va apprendre à déplacer ses entrées dans un espace vectoriel de dimension assez faible. Donc c'est-à-dire en fait elle va apprendre en fait un petit nombre de dimensions dans lequel dans lequel se déplacer en fonction évidemment des entrées. Et voilà, et uniquement dans un sous-espace vectoriel de dimension assez faible. Et voilà, et réciproquement d'ailleurs, si on a une matrice de rang R, on peut montrer assez facilement qu'en fait elle peut s'exprimer comme étant le produit d'une matrice M R et d'une matrice Rn. Voilà, donc tout simplement parce qu'elle est équivalente à cette matrice-là, où P et Q, du coup, donc c'est égal à ce produit-là, où P et Q sont deux matrices inversibles. Et en faisant les produits, en regardant les produits bloc par bloc, en fait, on se rend compte que on se ramène à un cas où on a juste M vecteur de taille R, donc ça fait notre première matrice multipliée par R vecteur de taille N. Voilà. Donc ce truc au-dessus. Voilà, donc en fait c'est assez intéressant parce que ça veut dire que en faisant ce trick d'apprendre une matrice de taille MR et une matrice de taille RN et de faire le produit tout simplement dans notre implémentation, donc c'est quelque chose d'assez simple. Et en fait, on a montré que c'est équivalent à chercher dans la totalité, et uniquement dans cela d'ailleurs, la totalité des matrices de rang R. Donc voilà, très bien. Et en plus, voilà, le fait de chercher dans les matrices de rang R, on peut entre guillemets l'interpréter un petit peu physiquement. Et un autre élément important, c'est qu'en fait, on va pas seulement apprendre les nouveaux A et B. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les additionner. Donc, en fait, nos poids finaux, ça va pas être juste A fois B. Ça va être les poids d'avant, pré-entraînés, plus A fois B. Donc, ce qui veut dire que si au départ, on initialise AB à 0, on se retrouve exactement avec le modèle initial. Donc ça, c'est capital, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout réentraîner, parce qu'en fait, on part déjà du modèle de base, du modèle entraîné. Et après, on a juste justement à fine-tuner, c'est-à-dire à repréciser légèrement les poids dans un espace de dimension D, en plus, en fait, pour faire notre fine-tuning. Voilà. Donc l'intérêt de faire ça, donc déjà un premier intérêt, c'est que pour le partage de modèles, en fait, ça facilite la vie. Parce qu'à partir du moment où on a un modèle pré-entraîné, finalement, pour dire, bah voilà, je vais utiliser finalement le modèle qui est fine-tuné sur une tâche en particulier, et ben, vous avez juste, pour récupérer ce modèle-là, vous avez juste à récupérer les matrices AB. Parce que après, donc une fois que vous avez dans votre mémoire sur votre ordi le gros LLM global, donc déjà pré-entraîné, après pour récupérer les différents modèles qui sont fine-tunés, vous avez juste à récupérer les matrices AB, donc qui sont de taille extrêmement faible. Et donc voilà, donc ça facilite beaucoup le partage de modèles, parce qu'au lieu de donner N modèles qui font plusieurs terras qui font 1 Tera de paramètres, vous avez juste à avoir un seul modèle de 1 Tera sur votre ordi, et après vous partagez des modèles qui font quelques mégas de paramètres. Donc c'est assez intéressant pour ça, pour le partage notamment. Et si vous avez plusieurs modèles qui sont fine-tunés, passer de l'un à l'autre, c'est du coup assez facile, et ça demande pas beaucoup de mémoire supplémentaire. Voilà. Alors évidemment, étant donné qu'on divise la taille du GPU nécessaire par 3, bah, ça réduit du coup la barrière hardware à l'entrée, parce qu'effectivement, s'il faut 40 Go de mémoire pour faire passer votre transformer et l'entraîner, vous êtes obligé d'avoir 40 Go de VRAM sur votre machine. Et ça, c'est non négociable. C'est-à-dire que si vous ne les avez pas, bah, vous pouvez juste rien faire. Peu importe la puissance après des GPU derrière. Et donc voilà, donc le fait de réduire la VRAM, du coup, c'est intéressant dans ce sens-là. Parce que ça, justement, ça baisse la barrière hardware. Aussi, un truc assez intéressant, et on verra d'ailleurs des alternatives à LoRa,
qui n'ont pas cette propriété-là. Mais Laura a cette propriété qui est que l'inférence ne change pas enfin, ça rajoute rien en fait à l'inférence. C'est-à-dire que, en fait, simplement, la vitesse d'inférence, c'est exactement la même en pre-train que en fine-tune. Pourquoi? Bah, simplement parce que on récupère du coup nos matrices AB de fine-tuning, on les rajoute au poids pré-entraîné, et après, quand on regarde notre modèle, bah, finalement, il n'a pas bougé. En nombre de paramètres, il n'a pas bougé, et l'architecture n'a pas bougé. Donc, quand on fait des forward pass pour faire de l'inférence, ça ne change rien en fait au global. Donc voilà, donc ça c'est une propriété voilà, qui peut être assez intéressante. Voilà, donc ça on en parlera vite fait après. Voilà, l'intro. Ça va jusque là du coup? Yes, j'avais une petite question, c'était sur le x3. Ouais, T'en parleras peut-être après. ouais, on en parlera après. En Ok, fait, ça j'ai même marche. pas compris à fond le x3, donc ça dépend après. Déjà, un premier truc, c'est que ça dépend beaucoup de l'optimizer. Donc ici, c'est avec Adam qu'on va gagner le plus de place. Mais en gros, pour t'expliquer rapidement l'idée derrière, c'est que, en fait, quand tu fais des algorithmes enfin, quand tu utilises des algorithmes d'optimisation, typiquement avec Adam ou avec d'autres, par exemple RMS, Adagrad, etc., tu as des states, c'est-à-dire tu as des variables internes. Donc par exemple, ça va être l'exponential moving average de tes gradients, donc de tes, entre guillemets, ce qu'on appelle les moments d'ordre 1. Ou même pour Adam, tu as aussi RMS propre, tu as aussi les moments d'ordre 2, donc les carrés des gradients, etc. Et donc, tu vas stocker à l'intérieur des optimizers un nombre de paramètres, un nombre de variables, égal au nombre de paramètres entraînables. Donc si tu as, voilà, si 100 000 paramètres mais que tu n'en as que 10 000 qui sont entraînables, au final, avec l'optimizer Adam, tu vas stocker donc 10 000 gradients, 10 000 moments d'ordre 1 et 10 000 moments d'ordre 2. Et donc par rapport à 100 000 gradients, 100 000 moments d'ordre 1 et 100 000 moments d'ordre 2, tu gagnes, enfin tu divises par 3 entre guillemets la taille du coup. Tu vois. Alors pourquoi par 3 et pas Ok. par 1000? Simplement parce que tu as aussi, enfin dans le GPU, tu dois aussi stocker la totalité des paramètres. Donc ça change pas. Mais on va dire que tous les états de l'optimizer, si t'as pas beaucoup de paramètres entraînables, c'est négligeable devant la taille totale des paramètres, entraînables ou non. Et donc voilà. Alors après, est-ce que c'est divisé par 3, est-ce que c'est divisé par 4? Moi j'aurais plutôt dit par 4, mais bon, eux ils disent par 3, et en fait quand on fait les calculs, ça peut être 3 dixièmes, enfin bon, bref. Ça marche. Ok, Voilà. merci. On en reparlera un petit peu après, mais du coup là, voilà, j'ai dit assez clairement le truc, donc on y repassera assez vite. Voilà, et du coup l'idée c'est qu'ils disent, bah nous on a fait nos tests et au final on n'utilise que 0,01% des paramètres enfin, qui sont entraînables par rapport au nombre total de paramètres. Donc du coup c'est bien une réduction de 10 000, comme on va le voir dans la suite. Ok, alors tout ça je passe parce que donc ça c'est les anciennes propriétés, enfin ça c'est les autres techniques pour faire du fine tuning pour réduire justement la taille des paramètres entraînables. Et puis ça c'est pas très, enfin ça c'est des trucs assez simples, qui sont pas forcément très utiles, qui réexpliquent en fait le principe de la descente de gradient un peu. Voilà. Ok. Et donc ici, donc on part un petit peu sur du coup la méthode. Donc il y a déjà un travail préliminaire qui disait que les langages pré-entraînés, ça n'utilise qu'une petite dimension intrinsèque. C'est-à-dire que, enfin, ça justifie un petit peu cette idée-là. Il disait que, voilà, expérimentalement, en fait, on voit que pour réentraîner un modèle, il n'y a pas besoin d'apprendre des manipulations d'espace vectoriel sur des dimensions pleines, donc très grandes. Au contraire, juste apprendre les dimensions principales sur lesquelles changer nos espaces latents, ça suffit. Voilà, et du coup, ça justifie que on utilise plutôt que de réentraîner tout un W complet. Donc W c'est la matrice de poids, donc W0 c'est la matrice de poids pré-entraînée. En fait, ici, on va juste simplement additionner une matrice de poids qui, par construction, est de rang faible. Ok. Et on va voir d'ailleurs, je fais un peu j'anticipe un peu sur la suite, mais en fait, le rang, donc qui a l'air d'être une variable très importante et qui est très, voilà, qui est très critique. Parce que si on prend un rang trop faible,
bah, notre matrice elle a un pouvoir de représentativité trop faible et donc le fine-tuning va être difficile. Et s'il est trop élevé, au final on gagne rien en fait, on gagne pas assez. Ah bah là en fait on va montrer qu'à la fois R, il n'y a pas besoin de le fitter de manière très précise. Et en plus, même des R extrêmement faibles, du genre R égale 1, font des choses déjà suffisantes en fait. Même parfois, si on augmente R, on a moins bien que R égale 1. Ou alors c'est vraiment pareil. Voilà. Ce qui est extrêmement surprenant en fait. Hein. Parce que les matrices sont typiquement de rang bar 1000. Si votre dimension d'entrée est de taille 1000, votre matrice du coup elle est de taille 1000 fois 1000. Donc son rang c'est de taille 1000. Et là on réduit au rang égal à 1. Donc c'est assez impressionnant et c'est assez surprenant entre guillemets. Mais voilà, ça vient du fait qu'on démontre expérimentalement qu'il n'y a pas besoin d'une dimension très grande. Et on le verra d'ailleurs dans la suite. Et on pourra illustrer du coup ce phénomène par la suite. Donc voilà, donc ça c'est l'équation, donc on a pas mal parlé, donc je ne vais pas m'éterniser. Par contre, il y a quand même un truc assez intéressant, c'est que en fait ici, plutôt que de faire W0 plus BA, en fait on fait W0 plus alpha sur R fois BA. On scale en fait cette partie-là, en la divisant par R, enfin constante divisée par R. Voilà. Alors ça c'est si on veut changer plusieurs fois le R. En gros l'idée c'est que le R, quand on change le R, typiquement il faut aussi changer le learning rate pour avoir des choses assez équivalentes. Alors pourquoi? Simplement parce que quand vous faites par exemple quand vous voulez update la matrice B, la dernière opération donc quand vous faites votre backward, votre backprop, pardon, la dernière opération qui existe, qui utilise B, c'est le produit B fois A. Donc à la toute fin, les gradients, vous allez les multiplier par la jacobienne de l'opération qui a X associe à X. Et la jacobienne de ça, c'est A directement. Donc vous allez multiplier à la fin de votre backprop, là par la chain rule, là. Vous allez à la fin multiplier les gradients par A. Et le truc, c'est que quand vous faites la multiplication par A, il va intervenir R terme. Donc R, c'est le nombre de lignes de la matrice. Il va y avoir R terme. Donc en fait, à la fin, les gradients pour un paramètre B en particulier, ça va être une somme de R terme. Et donc le fait de diviser par R fait qu'au lieu de faire la somme, on fait la moyenne. Voilà. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que peu importe la valeur de R, les updates pour B seront toujours à peu près de la même taille, entre guillemets. Et donc, il n'y a pas besoin de changer le learning rate. Il n'y a pas besoin d'adapter le learning rate. Typiquement, si d'un run à l'autre, vous multipliez R par 2, typiquement, il faudra diviser le learning rate par 2. Et donc, le fait de scaler par alpha sur R fait qu'il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Alors, par contre, un autre truc aussi, c'est que le alpha, a priori, on pourrait prendre n'importe quoi. Simplement parce qu'il pourrait se faire absorber par le learning rate, si vous voulez. Donc, on pourrait prendre alpha égale 1. Mais eux, ils sont un petit peu plus malins, entre guillemets, même si ça ne change pas grand-chose. C'est que alpha, ils disent que ça va être voilà, un R, le premier R qu'on a essayé. Donc en gros, un R typique, un R médian. L'idée de faire ça, c'est de faire en sorte que alpha sur R soit ni trop grand ni trop petit. Parce qu'en fait, à la fin, il ne faut pas oublier qu'on rajoute aux paramètres pré-entraînés. Et donc, il faut que cette partie-là et cette partie-là soient, entre guillemets, de même taille, quoi, ou à peu près de même taille. De façon à éviter au modèle d'apprendre des paramètres extrêmement faibles ou alors au contraire assez élevés. Donc voilà, petit trick. Mais en fait, ce alpha sur R, on n'en a même pas besoin si on n'essaie même pas de chercher R en fait. Parce que du coup, si on n'essaie même pas de chercher R et qu'on fixe notre R, on fixe notre R, puis ensuite on cherche un learning rate qui va bien. Et puis après, voilà, on n'a plus besoin de bouger au learning rate, et si on ne touche plus à R, normalement, voilà, on n'a plus besoin de bouger le learning rate. Voilà, simplement. Donc c'était le dernier petit trick entre guillemets. Mais finalement, l'algorithme, il est extrêmement simple. Hein, voilà. Alors un truc assez intéressant, c'est qu'en fait, effectivement, l'idée, c'est de réduire le rang des matrices rectangulaires dans lequel à la fois le nombre de lignes et de colonnes est assez élevé. Donc typiquement, nous on disait, par exemple, pour une matrice qui gère des paramètres, des tokens de taille 1000, donc pour une dimension de 1000, qui est une dimension typique des LLM,
on a 1000 lignes et 1000 colonnes. Par exemple, 1000 lignes ou 4000 colonnes, enfin voilà. Mais bref, c'est cet ordre-là. Et donc voilà, donc l'idée c'est d'appliquer ça à ces matrices-là. Mais typiquement, les biais, qui sont eux de taille 1 fois quelque chose, 1 fois 1000, on peut pas réduire le rang, c'est déjà directement de rang 1, parce qu'il n'y a qu'un seul vecteur. Euh, et donc on l'applique pas aux biais, hein, on l'applique uniquement sur les matrices de poids. Mais étant donné que la taille des biais est très négligeable devant la taille des grosses matrices, en fait ça change rien. Et donc, ça suffit de l'appliquer juste aux matrices de poids. Du coup, aux matrices, vraiment les matrices de poids sans les biais, quoi. Voilà, bon, ça c'est évident. Et voilà, donc comme on disait, l'inférence, une fois qu'on dit, quand on fait une inférence, donc c'est-à-dire qu'on a à la fois nos poids pré-entraînés et aussi nos poids fine-tune, on a juste à dire, bah voilà, l'inférence, je merge les deux poids, donc je fais juste l'addition, et après je fais l'inférence comme d'habitude. Donc voilà, donc c'est une des forces de Laura en fait, d'être simple en fait, de pouvoir s'utiliser de manière extrêmement simple. Alors ici, un truc assez intéressant, c'est qu'en fait, eux ils disent, en fait, ils font le listing de toutes les couches denses qui existent dans le transformer. Donc on a, alors une couche dense, peut-être qu'ils en parlent pas, mais on a l'embedding, donc c'est-à-dire l'application qui va prendre en entrée les tokens, donc les indices des tokens entre guillemets, si on veut, et il va les transformer en vecteurs denses, qui seront les entrées de notre réseau de neurones. Donc ça, il n'y a pas trop de raison de les changer. Le modèle, il a déjà sa représentation, il n'y a pas trop besoin de les fine-tuner en général. Donc ça, on n'y touche pas. Après, il reste juste deux types de couches denses. Il y a les couches denses qui interviennent dans la mécanique d'attention, donc qui sont donc la couche qui va créer l'application linéaire qui va créer la couche dense, si vous voulez, qui va créer les queries, l'autre qui va créer les keys, les values et les outputs. Voilà. Alors, en pratique, on peut très bien utiliser les quatre à la fois, juste faire une couche dense qui prend en entrée un vecteur de dimension D et qui ressort un vecteur de dimension 4 fois D, et après on découpe. Première partie en quiz, query, value, output. Donc finalement, on peut voir tout ça comme étant une seule couche dense. Et pareil d'ailleurs, après on découpe en attention, mais on peut le faire après ou avant, ça change rien. Voilà, donc ça c'est le premier type entre guillemets, donc la première couche dense possible. Et la deuxième couche dense, c'est celle qui est dans les FFN, les Feed-Forward Network. Donc vous savez, les transformers, il y a plusieurs blocs et chaque bloc est identique. On applique donc successivement une couche d'attention, puis une couche dense, enfin entre guillemets, c'est pas vraiment une couche dense, c'est en fait ce qu'on appelle les Feed-Forward Network. En fait, c'est deux couches denses. Donc généralement une couche qui va multiplier la dimension par 4 et une deuxième couche qui va la réduire en divisant par 4, c'est-à-dire pour retomber sur la même dimension. Et donc voilà, donc le deuxième type de couche dense, c'est justement les couches du FFN. Et en gros, ils disent, bah voilà, nous, on s'intéresse uniquement à réduire le rang des matrices d'attention. Alors pourquoi J'imagine que c'est parce que la recherche se fait plutôt sur comment réduire l'attention et que ça fait peut-être du sens. J'ai pas trop creusé la question, mais ça fait peut-être du sens de l'appliquer vraiment aux matrices d'attention et pas spécialement au FFN. Et du coup, ils disent, bah voilà, donc nous, on essaie juste de faire cette réduction de rang pour les matrices d'attention, donc c'est les matrices qui vont créer les queries, les keys, les values, les outputs. Oui, alors d'ailleurs, je vous ai dit une petite bêtise mineure, c'est que pour calculer les outputs, il n'y a pas besoin de les. Enfin, en gros, à partir d'une matrice, d'un vecteur X, on va créer ses queries, ses keys et ses values, mais pas ses outputs. Ça veut rien dire de créer ses outputs, c'est juste, voilà. On crée juste QKV, on fait notre attention, et ensuite à la fin, on multiplie par une matrice output. Mais la matrice output, on la multiplie pas par X, on la multiplie par la sortie de l'attention. Bref. Donc en fait, c'est uniquement ces trois matrices-là qu'on peut concaténer en une seule couche dense. Et après, par contre, on doit faire une autre couche dense distincte. Bref. Voilà, donc on l'applique uniquement sur l'attention. Et du coup, l'idée, c'est que les feed-forward network, on va les freeze. Voilà. Parce que si on les freezait pas et puis qu'on les réentraînait, au final, on diviserait pas du tout la taille on diviserait pas du tout le nombre de paramètres entraînables, en fait. Il resterait du même ordre de grandeur.
Et voilà, l'idée c'est qu'en fait on a juste besoin d'adapter les matrices d'attention. Et ces matrices d'attention, du coup, on va utiliser justement la technique de Laurent approximation. Et du coup, les MLP, on va faire comme l'embedding, c'est-à-dire qu'on va le freeze, on va garder le même, et ça ira très bien. Voilà. Voilà, donc ça c'est quand même un truc assez intéressant. Et il disait, bah voilà, on laisse au futur, on laisse en exercice le fait d'analyser du coup le rank approximation pour en plus les MLP layers, c'est-à-dire les FFN. Voilà. Et je sais pas d'ailleurs s'il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Il me semble que les gens utilisent encore surtout LoRa pour les matrices d'attention, mais voilà. Voilà. Et là, du coup, comme on disait, pour la réduction de mémoire GPU, alors eux, ils disent, voilà, on réduit par 2 tiers. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on divise par 3? C'est pas très clair. Et après, ils disent, voilà, on passe de 1,2 terabits, enfin octets, de paramètres entraînables à seulement 350 gigas. Ouais, quand on fait le calcul, en fait, c'est 30%. Mais voilà, en gros, pour faire simple, on doit stocker dans le GPU, on doit stocker les paramètres, les espaces latents, enfin les vecteurs latents, mais ça on va dire que c'est négligeable, les gradients des paramètres, les moments d'ordre 1 pour Adam et les moments d'ordre 2 pour Adam. Et si les moments d'ordre 1, les moments d'ordre 2 et les paramètres sont de taille négligeable par rapport au nombre de paramètres total, ce qui est le cas du coup dans LoRa, on divise techniquement voilà, par 4 ou par 3. En gros, c'est ça l'idée. Voilà. Et voilà, il note aussi que du coup, on accélère le temps d'entraînement par 25%, notamment parce qu'il y a moins de paramètres à entraîner, donc ça va plus vite. Après, seulement 25%, c'est assez surprenant. J'aurais dit plus parce qu'on divise quand même le nombre de paramètres par 10 000 typiquement. Mais voilà. Dans l'idée, c'est ça. Donc en fait, on peut voir que, ok, on a une petite augmentation du temps d'entraînement, qui est pas très négligeable, hein, d'ailleurs qui est 25% dans leur cas, ok. Mais c'est surtout le fait de réduire drastiquement la mémoire et la taille en fait de ces nouveaux paramètres entraînés, donc aussi pour le partage. C'est surtout ça en fait les apports et les intérêts de LoRa. Ok, bah voilà, on a fini du coup la méthode. Après, il y a des choses assez intéressantes aussi au niveau des benchmarks. Je sais pas si tu as d'autres questions qui se sont rajoutées, Julien. Pas trop. Ok. Bon, finalement, c'est assez simple. Bon, il y a des petits détails, mais voilà. Au niveau des benchmarks. Finalement, je me dis, enfin, comme ça rallonge aussi le temps d'entraînement, ça peut être compliqué parce que, enfin, c'est connu que les transfos, on les entraîne très longtemps. Du coup, là, je sais pas à quel point ça Alors peut être un après, peu. c'est le fine-tuning. Alors le fine-tuning, on n'entraîne pas forcément pendant beaucoup plus longtemps en réalité. Ok. Enfin, ça dépend vraiment de ta tâche. Mais en gros, dans l'idée, quand tu veux faire du fine-tuning, enfin pour te donner un ordre d'idée, alors je sais, parce que moi je fais plutôt de la computer vision, donc je sais qu'en computer vision, quand tu veux fine-tuner un transformer, ça va au final un peu plus vite que de fine-tuner un CNN, typiquement. Mais voilà, après, ouais, si le fine-tune, ça peut quand même être assez long, hein, ça peut quand même prendre, ouais, je sais pas, une semaine, même peut-être un mois, hein, on sait rien, si vraiment tu as énormément de données et puis que tu te dis, eh ben voilà, on veut, euh, on veut fine-tuner sur un truc assez gros, Ouais. assez lourd, Et du ça coup, peut la être long. question, c'est est-ce que c'est vraiment rentable parce que juste, enfin, tout ça pour gagner, enfin, pour diviser par 3 la mémoire GPU, bah, en soi, si tu fais un entraînement long, bah, t'achètes 2 fois plus. Bon, Bah, en vrai, divisé t'achètes par trois 3 fois plus de GPU. c'est quand même balèze, hein. Typiquement, tu utilises des GPU V100 ou A100 en recherche, et ces machins-là, ils coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu vois. Donc c'est quand même pas Oui. négligeable, tu vois, même de diviser par 3. Et en fait, ce qui est assez Après, il faut intéressant, voir les résultats. je Faut voir pense, euh, faut voir l'impact que ça a et comparer avec, du coup, si on n'avait pas utilisé l'aura, si on avait tout réentraîné. ouais, bah c'est ça, bah il y a des gens hein, qui font ça, hein, qui prennent des gros LLM, alors je sais plus exactement dans le détail, on va regarder.
Donc là, je suis en train de regarder du coup des repos de review sur la LLM, donc qui sont mis à jour assez souvent. Et du coup, CTRL F LoRa, et voilà, par exemple, il y a Alpaca, donc il y a des Alpaca LoRa qui sont utilisés. Guanaco aussi, qui sont des variantes de LoRa en fait, qui sont des Q LoRa, donc en fait, c'est des LoRa, mais dans lesquels les poids sont quantisés. Et c'est un intérêt de LoRa en fait aussi. C'est que, ok, là tu divises par 3, on peut se dire c'est pas énorme et tout. Mais en fait, avec de la quantisation, tu peux typiquement aller encore plus loin. Alors la quantisation, c'est quoi? C'est l'idée de plutôt que d'avoir des paramètres qui sont des floats 32 ou des floats 16 en mix précision, en half précision, tu vas beaucoup plus loin juste en les stockant sur quelques bits, quoi. C'est-à-dire par exemple 8, tu peux réduire à 8 bits ou même 4 bits. Enfin, pardon, 8 octets ou même. Non, pardon, 8 bits ou même 4 bits. Donc en faisant de la quantisation. Donc en gros, l'idée c'est de dire, bah voilà, tu regardes ton paramètre, tu fais une espèce de. Donc tu auras tous tes paramètres, tu fais Enfin, tu regardes la répartition statistique, et en fonction des quantiles, tu leur attribues par exemple 8 valeurs différentes. Et donc typiquement, si tu as 8 valeurs différentes, j'ai besoin de 3 bits, tu vas pouvoir représenter. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, ici, tu vas réduire encore drastiquement le nombre de paramètres. Et ce qui est intéressant avec LoRa, c'est que justement, En fait, c'est assez rigolo en machine learning, quand tu fais des stratégies pour réduire, alors souvent, tu peux combiner à d'autres stratégies pour réduire et ça continue de marcher, en fait. Donc voilà, par exemple, un exemple qui n'a pas forcément grand chose à voir avec les transformers, mais j'avais fait j'avais pas mal travaillé sur des mécanismes récurrents, donc des algorithmes récurrents, des RNN quoi en gros. Et quand je suis passé des LSTM, donc un algorithme entre guillemets un petit peu lourd, au GRU, donc un algorithme récurrent un petit peu plus léger, j'ai pu réduire le nombre de paramètres plus loin que quand j'avais utilisé les STM. Donc quand tu réduis à des trucs simples, tu peux pousser la réduction encore plus loin en utilisant d'autres techniques de réduction. Et là, du coup, le LoRa permet justement de pousser encore plus loin en combinant avec la quantisation. Et du coup, tu peux encore réduire derrière, en fait. Ouais, je vois. Voilà. Mais en vrai, ça me paraît bizarre parce que tu dois toujours te traîner le gros modèle à côté. Du coup, ça devient pas négligeable tes optimisations par rapport au fait de devoir gérer le gros modèle à côté. Enfin, Ouais, bah tu peux pas réduire. Bah, dans l'idée, en fait, ouais, c'est quand tu entraînes ton modèle, tu peux pas réduire au-delà d'une certaine limite qui est bah, simplement le nombre de paramètres non entraînables. Parce que ça, t'es obligé de le mettre dans le GPU. yep. Donc ça, ouais, ça tu peux pas réduire plus. Mais après, dans l'idée, c'est que j'imagine qu'il va y avoir des stratégies en mode j'utilise une partie entre guillemets cache, j'en sais rien, je sais pas si y a des trucs qui existent comme ça, hein, mais genre la partie qui est pas entraînée, tu vois, je peux le cacher, je peux faire des optimisations, mettre une partie dans le CPU, tu vois, des trucs comme ça. Et j'ai juste besoin d'optimiser la descente de gradient, l'update, etc. de la partie avec les paramètres entraînés. Et donc, je peux par exemple mettre une partie en GPU, l'autre partie en CPU. La partie en CPU, je l'utilise uniquement pour faire le forward pass qui prend pas trop de temps. Et après, derrière, j'utilise à balle le GPU, l'optimisation, etc. pour simplifier la partie, enfin pour réduire le plus possible à zéro toute la partie forward pass, enfin backward plus descente de gradient. Et c'est cette partie-là qui fait bottleneck. Et donc la vitesse de calcul, elle est peut-être assez optimisée, même si au final la taille totale du modèle, entre guillemets, il y a une certaine grosse barrière indépassable. Peut-être que la vitesse de calcul peut être quand même optimisée assez loin au final, j'imagine, parce que l'inférence des transformers est quand même beaucoup plus courte quand même que les réentraînements à chaque fois. Surtout les Ouais. backwards qui sont bottleneck. Et même si tu utilises cette stratégie de mettre une partie sur le CPU, je sais pas trop si c'est utilisé, hein. Mais j'imagine, tu vois, que tu peux utiliser justement une partie CPU juste pour l'inférence et une partie GPU. Et donc là, du coup, bah, ça réduirait forcément aussi assez drastiquement l'utilisation en mémoire GPU. Tu vois, je sais pas trop ce qui est fait. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont explorées. Après, en pratique, quelles sont les techniques les plus utilisées? Je sais pas trop.
Donc j'aurais du mal à dire exactement à quel point, quand on triture un petit peu cette idée de l'aura, on arrive à optimiser certains aspects. Mais bon, j'imagine que c'est comme tout, hein, quand il y a une idée assez intéressante qui pop, il y a beaucoup de gens qui essayent voilà, de faire plein de trucs différents. Euh, Après, dans les détails, je sais pas trop. Mais j'imagine qu'il y a des choses qui sont intéressantes, enfin, des choses assez optimisées, parce que je sais qu'on arrive aujourd'hui à entraîner enfin, à réutiliser des modèles du type Llama, donc qui font, alors Llama, c'est combien? C'est 70 gigas, je crois, Llama. De 5 à 2, je crois qu'il y a plusieurs versions, mais par exemple, typiquement Llama 2, d'ailleurs 6 gigas, et ça va jusqu'à 70 gigas, des trucs comme ça. Et ces modèles-là, on arrive à les 70 hein, gigas, on arrive à les faire passer dans des GPU de type, enfin, un seul GPU en fait, de type les RTX 4090, tu vois, ou même une seule V100. Et donc c'est assez intéressant parce que typiquement tu as besoin peut-être d'une dizaine, tu vois, pour faire une inférence dans le modèle de base. Et là, tu as juste besoin d'un seul GPU, donc tu peux le faire tourner chez toi, quoi. Si tu as un GPU assez fort. Donc Ouais, j'imagine qu'il y sympa. a vraiment des réductions assez élevées, mais après, je ne saurais pas dire exactement comment tu fais le truc, tu vois. Donc ouais, tu peux finalement aller assez loin, en fait, avec toutes ces techniques. Après, voilà. Dans le détail, je sais pas trop comment ça marche, mais on arrive effectivement à réduire l'inférence jusqu'à les mettre vraiment dans des GPU, voilà, un GPU, quoi. Au lieu de 12 GPU. Donc là, cette fois, on divise par 12, quoi, tu vois, dans l'idée. Ouais, ok. Voilà. Alors, du coup, dans les benches, maintenant, voilà, les benches, oui, ils ont, comme souvent en NLP, on essaye de faire en sorte de tester sur plein de tâches différentes pour montrer que bah, voilà, notre modèle, il est bon dans plein de trucs. Donc je vais pas trop aller dans le détail. Glue, bah, c'est un benchmark voilà, où il y a plusieurs tâches différentes. Donc du text understanding, de la génération de texte, machin comme ça. WikiSQL, bah, on lui dit bah voilà, fais truc et il te sort un truc en SQL quoi qui fait la chose. Samsum, c'est du résumé. On verra un autre benchmark qui est de la génération de menus de restaurants, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, il y a un peu de tout. Voilà, mais ce qui est intéressant aussi, c'est les baselines, donc c'est-à-dire les algorithmes de réduction euh, sur lesquels on va comparer. Et donc ça montre plusieurs autres idées à l'aura qui sont assez intéressantes. Bon, fine-tuning, c'est juste on réentraîne tout. Ok, donc rien à dire. Bias only, c'est le truc extrêmement naïf dans lequel on réentraîne uniquement le biais. Alors pourquoi particulièrement le biais, je sais pas trop. Apparemment, ça a été analysé du coup dans un autre papier. Très bien. Voilà, et là, deux choses plus intéressantes, c'est ce que moi j'appelle le prompt learning. Enfin, c'est ce que les gens appellent le prompt learning. En gros, l'idée, c'est que pour faire du fine-tuning, on garde notre modèle freeze, donc il est entièrement freeze. Par contre, on va rajouter des tokens spéciaux qui, eux, sont entraînables. Donc, c'est-à-dire, voilà. Donc, c'est comme si on avait des nouveaux tokens, en fait, et on va simplement apprendre l'embedding de ces tokens. Et en fait, l'idée, c'est qu'on veut forcer le modèle à faire de l'attention sur ces tokens spéciaux pour faire notre tâche de fine-tuning. Donc si par exemple on fine-tune sur des données, voilà, sur des nouvelles données particulières pour faire de la génération de texte, eh ben on va mettre dans nos prompts systématiquement par exemple nos trois premiers vecteurs, ça va être des vecteurs spéciaux qu'on a spécialement entraînés sur le modèle freeze. Okay, donc il n'y a aucun paramètre dans le modèle qu'on réentraîne. Mais le modèle du coup il apprend à faire de l'attention, une attention particulière du coup sur ces vecteurs-là, de façon à ce que le comportement du modèle soit ce qu'on veut. C'est-à-dire soit fine-tuné sur sur la tâche qu'on lui a appris grâce au fine-tune à faire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pré-embedding. Donc on apprend simplement l'embedding de tokens spéciaux supplémentaires qui vont permettre de faire la tâche. Typiquement, on comprend bien que c'est par l'attention en fait qu'on va modifier le comportement. Donc voilà, je vais expliquer rapidement, après brièvement, comment ça marche un petit peu plus dans le détail. Mais juste, on va parler du coup de pré-layer, qui est une idée extrêmement similaire, qui est que, en fait, on va pas seulement apprendre les embeddings en entrée du modèle, donc en entrée du modèle global, mais on va plutôt apprendre, dans cette idée-là, les embeddings des tokens spéciaux, et qui vont changer, qui vont être différents,
pour chaque couche de transformer. Donc avant chaque attention, on va apprendre de nouvelles représentations. Et voilà. Donc en gros, la grosse différence, c'est que si on apprend que l'embedding au tout début du modèle, après, la self-attention du modèle, enfin tout le modèle en fait, va créer les nouvelles représentations de nos vecteurs spéciaux. Mais nous, on a peut-être envie que nos vecteurs spéciaux, à chaque étape, ce soit un truc particulier pré-entraîné. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'attention, elle est efficace pour modifier les tokens normaux, entre guillemets, mais pas forcément les tokens spéciaux qu'on rajoute juste pour dire au modèle, attention, ici tu es dans le truc de fine-tuning, tu dois modifier ton comportement. Peut-être que l'attention elle est pas très bonne pour trouver les nouvelles représentations de ces vecteurs-là, et du coup on réapprend simplement la représentation à chaque couche, plutôt que de laisser le modèle apprendre ses représentations, en utilisant du coup ce qu'il connaît déjà d'avant et les trucs freeze quoi. C'est-à-dire les trucs qui sont pas faits pour ça en fait, tout simplement. Voilà. Ça, c'est clair ou pas ce truc-là? Parce que c'est un peu le truc un peu compliqué en fait, par rapport à toutes les techniques qui sont présentées là, c'est celles-là qui sont un petit peu les plus compliquées à comprendre. Mais en gros, c'est ça en fait, hein, c'est simplement on lui rajoute des tokens en entrée, des caractères spéciaux, et après le modèle avec ses couches d'attention pré-entraînées, il est censé du coup modifier les attentions à chaque fois de tous les vecteurs et donc modifier le comportement. Et la différence entre les deux, c'est est-ce que on apprend que au tout début du modèle ou est-ce qu'on apprend une représentation différente à chaque couche. Uniquement pour les vecteurs entraînés, hein, enfin les vecteurs spéciaux, pardon. Évidemment. Mais du coup, normalement, dans le transfo, on apprend qu'une fois les embeddings, non? C'est tout le temps les mêmes. C'est ça, en fait, Et du coup, c'est différent du transfo normal. Du coup, si on a des embeddings différents pour chaque layer. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas d'abord avoir un tokenizer qui va prendre chaque token différent et il va faire une espèce de one-hot encoding. C'est-à-dire si tu as 10 000 tokens différents, donc un token ça peut être un mot, mais ça peut être juste par exemple, tu vois, si tu as les mots layer, ça peut être simplement LAY, tu vois. Si tu fais du subword, on appelle ça du subword tokenisation. Et bref, mettons que tu as 10 000 tokens. Le tokenizer, donc il va voir, voilà, tu as 10 000 catégories du coup. 11 000 si tu rajoutes, ou 12 000, enfin pardon, 10 001, 10 002, 10 003, etc. si tu rajoutes des tokens spéciaux, mais bref. Donc tu en as 10 000 et tu fais du one-hot encoding. Donc c'est-à-dire que tu vas faire des vecteurs de taille 10 000 et qui contiennent que des zéros sauf un 1 à un certain endroit, et en fonction de où est le 1, ça va coder en fait pour un token en particulier. Par exemple, le tout premier token ce sera 1 avec 9999 0, le deuxième token ça va être 0, 1 et 9998 0, etc., etc. Et ensuite, tu apprends une matrice, donc une grosse couche dense qui va se rajouter là-dessus. Et en fait, quand tu réfléchis bien, si tu mets des vecteurs one-hot encodés et que tu appliques une matrice, en fait, ce qui se passe, c'est que les colonnes de la matrice, en fait, il y en a 10 000, ou 10 000 lignes, ça dépend si tu fais le produit à gauche ou à droite, mais bref, à transposer près, ça revient au même. Donc, tu as 10 000 colonnes, et en fait, chacune de ces colonnes, ça correspond à l'embedding d'un token en particulier. Donc, en fait, tu vas apprendre les 10 000 représentations des 10 000 tokens. Tu vois? Donc en fait, le transformer, il va apprendre directement les 10 000 vecteurs de dimension, la dimension de ton modèle. Donc un par token. Et donc rajouter des tokens spéciaux et apprendre leur embedding, ça revient exactement au même en fait. C'est comme si tu rajoutais des vecteurs spéciaux, des tokens spéciaux, dans le pré-entraînement, tu vois, dans l'entraînement du modèle. Et donc, comme tous les tokens, il va apprendre l'embedding. Simplement là, tu le fais que au moment du fine-tuning, mais ça revient exactement au même. En fait, tu augmentes simplement la taille de ton vocabulaire en rajoutant 4 ou 5 tokens spéciaux, par exemple. Mais ça revient exactement au même parce qu'à chaque fois, pour chaque token, tu apprends l'embedding complet. Et ça change jamais. Ça change rien. En fait, ça c'est logique. Parce que chaque token, tu prends deux tokens différents, même s'ils partagent le même nombre de lettres, etc., ils ont des sens potentiellement très différents. Donc tu es obligé à un moment donné d'apprendre la représentation pour chaque token.
Et voilà, et du coup, ça fait potentiellement d'ailleurs ça fait potentiellement beaucoup de paramètres. D'ailleurs, typiquement, tu peux avoir, bon, c'est pas forcément le cas, mais par exemple, la moitié de tous tes paramètres qui sont uniquement dans l'embedding. Tu vois. La moitié des paramètres de ton modèle. Bon, c'est pas trop le cas, hein, ça sera le cas seulement si ton transformer il doit avoir 3 4 couches, tu vois. Mais voilà, dans l'idée, c'est pas négligeable hein, la taille de l'embedding. Voilà. Ok. Donc voilà. Et au final, du coup, c'est assez facile à implémenter. Hein. Il suffit juste de rajouter des tokens spéciaux dans l'embedding et puis d'entraîner classiquement, juste avec le modèle freeze. Voilà. Alors, du coup, je fais une petite illustration en fait pour montrer que le pré-layer en fait est d'une certaine manière assez similaire à l'aura. Même si on pourrait se dire, ok, c'est un petit peu naïf de juste rajouter des tokens à apprendre et de se dire ça suffit pour faire du fine-tuning et de pas toucher du tout au modèle. En fait, il se trouve que c'est un petit peu similaire. C'est à la fois similaire et. Bah, j'arrive plus à scroll. Ah oui, c'est parce que. C'est à la fois similaire et différent en fait. L'idée, c'est que si tu rajoutes des tokens spéciaux, donc ici Q, K et V, donc sans le S ici, ça correspond aux matrices d'attention queries, key et value, sans cette histoire de tokens spéciaux. Donc les trucs pré-entraînés en fait. Et quand je Du mets coup, un t'as S en cam indice. devant le dessin. De quoi? T'as ta cam devant le dessin, du coup. Ah oui, effectivement, Ouais. j'ai oublié. Hop, mince. J'ai oublié qu'il y avait cette cam. Voilà, c'est mieux là, je pense. Donc là, voilà, je parle du truc en bas ici. Donc, quand je mets un S en indice là au-dessus, c'est les crease, carries et value quand on rajoute les tokens spéciaux. Et sans le S, c'est entraîné. Enfin, c'est les trucs pré-entraînés, donc c'est-à-dire sans les tokens spéciaux. Au final, on peut se demander en quoi est-ce que rajouter les tokens spéciaux, ça change quelque chose dans l'attention. Donc ici, voilà, donc là je parle pas de l'aura, attention, je parle de ce truc de pré-layer. Bah, au final, ce que ça a changé, c'est quand on va faire notre matrice, ce qu'on appelle la matrice d'attention, c'est-à-dire Q fois K transposé, le truc qu'on met dans le softmax, quoi. En fait, on va rajouter des lignes des colonnes. Mais par contre, le bloc en bas à droite, lui, ça va pas changer. Ça va être le QK de base sans les tokens spéciaux. Et étant donné qu'on apprend les valeurs des tokens spéciaux, donc ce qu'il y a, voilà, ce qu'il y a avant entre guillemets. Enfin, pour faire les queries, on fait une matrice, donc qui est freeze, fois des tokens. Et ces tokens-là, on les apprend. Donc indirectement, on apprend aussi la sortie. Et la sortie, on la retrouve ici. Donc ces lignes et ces colonnes supplémentaires, ça va être en fait les keys et les queries apportés par ces tokens spéciaux, et donc qui sont indirectement appris. C'est pour ça que j'ai mis appris entre guillemets, puisqu'ils sont indirectement appris. Donc en fait, au final, pour une ligne particulière, du coup des tokens normaux, c'est-à-dire qui ne sont pas des tokens spéciaux, donc ici, chaque token, il a une ligne, enfin il correspond à une ligne, et à partir du trait ici, ça c'est les, donc tout ça là, ça correspond aux tokens normaux quoi. Donc les tokens qui ne sont pas les tokens spéciaux. Donc pour une ligne en particulier, en gros ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté des values ici. Donc voilà, donc ici donc on a notre query là. Les keys c'est du coup enfin on fait les produits scalaires ici avec les keys ici. Et donc tout ça là c'est des values supplémentaires qui viennent des tokens spéciaux. Donc on rajoute en gros des keys en plus. Et toutes ces keys là en fait ça change rien par rapport au modèle préentraîné. Voilà, et ensuite on va appliquer du coup le softmax là-dessus. Et on va faire une combinaison linéaire avec les values. Et ici pareil pour les values, on va avoir des values supplémentaires qui sont indirectement apprises, comme précédemment. Donc au final ce que ça change de faire ce pre-layer, c'est qu'on va rajouter de l'information sous la forme de keys supplémentaires et de values supplémentaires. Et après, quand on va faire les produits scalaires, enfin, quand on va faire les combinaisons linéaires, on va se retrouver avec un espace de dimension qui n'a pas changé, hein, qui est toujours dimension D. Voilà, on va juste rajouter de l'information supplémentaire, et donc c'est par ce biais-là, donc pour chacune des couches, qu'on va rajouter de l'information. Et au final, quand on compare avec l'aura, c'est assez similaire dans le sens où on va rajouter, donc ici c'est taille, le nombre de... Alors bon, j'ai beaucoup de trucs orange là.
Voilà. Et du coup, le nombre de keys supplémentaires, bah, c'est simplement le nombre de tokens spéciaux, en fait. Et on peut faire le parallèle avec l'aura, dans lequel on apprend justement c'est des vecteurs qui sont quasiment des vecteurs lignes et des vecteurs colonnes, quoi. C'est-à-dire des trucs rectangulaires, mais avec pas beaucoup de lignes, pas beaucoup de colonnes. Bah là, c'est un peu l'idée, en fait. C'est qu'on rajoute, enfin, on apprend en plus des queries et des keys qui sont quelques vecteurs de dimension, enfin de taille, R, et ici n c'est la dimension du coup du modèle. Comme pour l'aura, hein. Ici n et m c'est les dimensions, c'est en gros la dimension du modèle. Donc en fait ici on apprend le même nombre de paramètres en fait. Simplement la façon dont on les utilise sont assez différentes. Dans l'aura on va additionner aux paramètres les nouveaux paramètres a fois b. Donc c'est à dire qu'on va potentiellement changer la dimension. Enfin, on va se déplacer, mais un peu où on veut, entre guillemets. C'est juste dans des espaces de dimension beaucoup plus petits, mais un petit peu où on veut. Tandis que là, par contre, on va rajouter des queries supplémentaires, donc c'est-à-dire qu'on va garder le système d'attention de base, et voilà, on va simplement rajouter de l'information en plus via ce système d'attention. Donc entre guillemets, même si c'est assez similaire, parce qu'on apprend le même nombre de paramètres, et puis entre guillemets, dans l'aura on ajoute, et dans PreLayer on concatène, on va dire. En fait, c'est assez différent parce que dans l'aura, on est assez indépendant des paramètres préentraînés parce qu'on va rajouter quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être n'importe quoi en fait. Parce que A et B, on les entraîne. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Par contre, quand on rajoute des queries avec PreLayer, on va être biaisé, on va utiliser l'attention en fait. Donc on va passer par ce système d'attention qui est freeze, donc sur lequel on n'a pas de contrôle. Et du coup, entre guillemets, c'est un peu plus naïf cette stratégie, parce que ça veut dire que pour dire au modèle, bah voilà, je veux fine-tuner, en fait, on va utiliser des tokens. Et les tokens, le modèle, il a appris à gérer les tokens en disant, bah voilà, le token, c'est des bouts de texte. Et du coup, intuitivement, il y a une nature assez différente entre la façon de gérer des tokens spéciaux qui sont là pour dire le comportement doit changer parce que je veux fine-tune, avec le comportement doit changer parce que je rajoute un mot qui fait du sens. Donc la façon de gérer, intuitivement, c'est pas forcément la même. Et donc l'attention, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'attention est capable de gérer ces tokens en fait qu'il a jamais vus, qui sont justement des tokens spéciaux pour dire bah je suis en train de fine-tuner, change ton comportement en fonction de ça. Voilà. Peut-être que c'est un peu plus naïf, c'est entre guillemets on est soumis à, enfin on est contraint en fait par l'attention préentraînée. Là où l'aura c'est pas le cas parce que peu importe W, donc les poids préentraînés, ici on va entraîner de nouveaux poids en fait qu'on va juste additionner. Donc on n'est plus contraint par l'attention et par les propriétés entre guillemets de la matrice W. Donc voilà en fait un petit peu la différence. Même si on entraîne le même nombre de paramètres, enfin, en tout cas le même ordre de grandeur, il y a des différences assez subtiles, même si les deux peuvent s'expliquer. Hein, le fait de enfin l'aura, c'est on cherche un espace latent dans lequel on va modifier, on va comment dire, on va fine-tuner, on va repréciser un petit peu comment on se déplace dans l'espace latent. Et dans PreLayer, on va rajouter de l'information d'attention via de nouvelles keys et de nouvelles values. Au final, les deux peuvent se comprendre intuitivement, mais il y en a une qui est potentiellement plus, donc celle-là, PreLayer, là, qui est potentiellement un petit peu plus naïve. Et du coup, ils montrent dans leur benchmark que c'est meilleur hein, que PreLayer. Donc voilà, je voulais prendre un peu de temps pour montrer les différentes possibilités qui pourraient exister pour essayer de faire du fine-tuning en low dimension en fait. Voilà. Mais j'imagine que les deux grosses. J'avais une question. Ouais. Je me demandais, du coup, c'est optimisé d'apprendre que certains paramètres dans une matrice, ça coûte pas aussi cher en temps de calcul que si on apprenait pour toute la matrice? Alors, tout dépend comment tu fais les trucs. Là, tu parles de PreLayer, tu parles de. Ouais, pour le PreLayer, du coup, apprendre une partie de la matrice d'embedding et après, il y a aussi apprendre une partie de la matrice des. Non, mais justement, en fait, là, quand je dis appris entre guillemets, c'est parce que c'est appris indirectement. En fait, les matrices. Parce qu'en gros, en fait, Q, c'est quoi? C'est une matrice dense fois un vecteur X. Donc, vecteur X, si on veut avoir toute la matrice Q, en fait, vecteur X, c'est la suite de tokens, en fait. Et ici, nous, on apprend que quelques tokens particuliers ici, mais ça, c'est freeze, tu vois. Donc ça, on l'apprend pas.
Et en fait, c'est pour ça que j'ai mis appris entre guillemets, parce que c'est appris indirectement, parce que si tu apprends X, tu vas changer Q. D'une manière, voilà, où tu apprends entre guillemets un peu Q, mais tu peux pas faire en sorte que Q ce soit toutes les valeurs possibles et imaginables parce que tu es contraint par WQ. Typiquement, on va prendre le cas extrême, si le modèle préentraîné n'utilise pas du tout l'attention et que du coup c'est des matrices aléatoires, tu vois, WQ c'est matrice aléatoire ou même nulle, tu vois, bah t'auras beau apprendre X, au final tu vas jamais rien changer d'intéressant à Q. Et donc c'est en ça que tu vas être un petit peu contraint, tu vois. Parce que tu peux pas apprendre directement ces Ah, trucs-là. ok. Mais du coup, la taille de X change pas? En fait, c'est Si, ça que j'ai. si, justement, parce Mais du que coup, ça voudrait dire que la taille de W va changer aussi. non, parce que en fait le truc c'est que X c'est des tokens, donc tu as une suite de tokens. Et quand tu lui passes W, en fait, tu parallélises selon la suite de tokens. C'est-à-dire qu'en fait, que tu prends chaque vecteur individuel, tu la passes dans WQ, et ça te sort un vecteur. Donc si tu as 10 vecteurs à l'entrée, tu passes WQ, tu auras 10 vecteurs en sortie. C'est comme si tu appliquais ta couche dense sur chaque vecteur individuellement. Mais si tu en as 50, tu vas passer sur ces 50 là WQ, donc qui ne change pas sa taille, parce que ça prend toujours un vecteur de dimension D ici. Et tu as en sortie, cette fois non pas 10, mais 50 vecteurs de dimension Q. En fait, ce qui change, c'est la taille de Q fois K transpose, c'est la taille de Q lui-même, c'est la taille de K lui-même, mais pas la taille des WQ, WK. En fait, Ouais, mais du coup, la matrice Q et la matrice K, va falloir les remplir, non? Enfin, s'ils augmentent. alors je sais plus ce que je disais. La taille de la matrice WQ ne change pas. Par contre, la taille de la matrice Q change, oui. Mais Q, c'est simplement le produit, enfin c'est simplement la sortie, c'est l'espace, c'est un espace latent. Hein. C'est la représentation de X une fois qu'on l'a fait passer WQ. Donc c'est pas appris en fait. Q c'est pas appris, c'est un Ouais, espace ok. latent. Ça marche. Tu vois. Mais au final, il n'y a pas de problème de dimension parce que, ok, QK est plus grand, parce qu'il y a plus de lignes, plus de colonnes. Mais après, tu fais ton softmax, ok, donc ça change pas la taille. Mais après, tu fais le produit scalaire par une matrice qui aussi a plus de lignes, donc le produit matriciel du coup est valide. Mais la sortie, par contre, bah du coup, elle va du coup avoir ses tokens en plus, ok. Mais si tu t'intéresses à un token normal, bah du coup, ça change rien, quoi, tu vois. Donc, par exemple, le I, on va dire, c'est ton premier token normal, qui n'est pas un token spécial. À la fin, tu vas prendre le IM, la IM composante, et c'est bon, tu vois, t'as pas de problème. T'as pas de problème de dimension, en fait. T'as juste des tokens en plus, des tokens spéciaux, qui servent juste à l'attention, mais qui, à la fin, donc tu vas avoir une certaine représentation, mais tu t'en fiches de cette représentation-là. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de gérer les tokens de base. Et les tokens spéciaux, ils servent juste à l'attention. Donc en sortie du transformer, les tokens spéciaux, on les enlève, quoi. Ils servent à rien. On les utilise pas. Et du coup, dans l'embedding, les embeddings des autres tokens, ils vont rester les mêmes ou ils vont être réappris? Non, tout reste semblable. Hein. On Ok, apprend ça juste marche. l'espace de représentation des tokens. Ouais, donc finalement, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Il y a juste Bah, quelques colonnes. en fait, tu as le même Ok. nombre de paramètres à apprendre, c'est-à-dire que dans tous les cas, pour chaque. Bah, d'ailleurs, ils le mettent ici. Le nombre de paramètres. Donc, pour chaque couche, le nombre de paramètres à apprendre, c'est ça. C'est-à-dire, donc LP et LI, c'est le nombre de caractères en plus. Alors, LP, c'est préfixe, LI, c'est un fixe. On s'en fiche. Enfin, c'est suffixe, quoi. On s'en fiche. Donc, en fait, c'est juste la dimension fois le nombre de tokens. Parce que les tokens, du coup, ils sont de taille la dimension. Donc, tu as 5 tokens spéciaux. Le nombre final de paramètres à apprendre, c'est 5 fois la dimension, donc la taille du token, fois le nombre de layers. Et en fait, dans l'aura, c'est la même chose. Parce que dans l'aura, pour chaque couche d'attention, tu as L fois. Et du coup, les matrices, c'est quelle taille? C'est dimension fois R plus R fois dimension. C'est-à-dire 2 fois R fois dimension. Et du coup, le nombre de paramètres à apprendre pour l'aura, c'est 2 fois nombre de layers fois dimension. Fois L, du coup. Donc ça revient à ça en fait. C'est exactement ça. Fois R, par contre. Voilà, je sais pas si c'est clair. Mais en gros, c'est ça. Donc ici, dans nos matrices, typiquement, sont de taille dimension fois dimension. Ou alors dimension fois 3 fois dimension, si tu veux à la fois faire tes keys, tes carry, tes values, mais bref. Du coup, ici, le nombre de paramètres dans A et B, donc c'est D fois R,
Donc ici, M est égal N égale D, hein, dans notre cas. Donc c'est D fois R. Et voilà. Fois 2, du coup, parce que tu as A et B. Donc B, c'est R fois D, mais du coup, c'est pareil, c'est D fois R, R fois D. Fois 2, fois nombre de couches. Fois L. Voilà. Et donc, si ça, c'est ton nombre de tokens spéciaux à rajouter, ça revient au même, en fait, entre prix layer et puis l'aura. Tu as toujours D fois L fois un nombre. Voilà, donc tu peux interpréter, si tu veux, entre guillemets, si tu veux faire le parallèle entre prix layer et l'aura, tu peux interpréter le rang comme étant la moitié du nombre de tokens spéciaux qu'il faut rajouter. Donc si par exemple R égale 1, tu rajoutes 2 tokens spéciaux. Voilà, et du coup tu as la même chose ici. Bah voilà, du coup tu as ça. Donc ici, D fois nombre de couches fois modèle fois R, donc c'est ce qu'on disait. Ce qu'on disait là. Et dans prix layer, c'est la même chose en fait. L, ici, c'est le nombre de couches. Des modèles, il est là. Et ça, c'est 2R. C'est le nombre de couches que tu rajoutes. Enfin, le nombre de tokens que tu rajoutes. Donc, en fait, dans les deux cas, ça revient au même, en fait, le nombre de paramètres. C'est juste que leur nature est extrêmement différente. Parce que dans un cas, c'est les inputs que tu apprends. Et dans l'autre cas, c'est plutôt les matrices. Ces matrices-là, quoi. Ah bah, je les ai effacées. C'est les matrices WQ, WK, en fait. Directement. Et WV. C'est ces trois matrices-là. Et même aussi WO d'ailleurs. On verra après, mais c'est les 4 matrices. Donc tu vois, c'est assez différent, mais finalement le nombre de paramètres appris est le même en fait. Enfin, c'est pas après quel rang tu utilises et quel nombre de tokens en plus tu utilises, mais Ouais, c'est voilà. intéressant. Du coup, ouais, c'est ça. C'est pour ça que le parallèle est assez intéressant, mais la façon de faire de l'aura est, je trouve, plus simple que. Enfin, surtout à expliquer, parce que là, pour expliquer, j'ai un peu galéré. Enfin, c'est un peu compliqué, entre guillemets. Par contre, l'aura, c'est extrêmement simple à expliquer. Et donc voilà, donc, l'aura est plus simple. Il est moins naïf, entre guillemets. J'ai essayé de vous faire comprendre un petit peu comment interpréter l'aura, donc c'est un petit peu plus simple par rapport à Prelayer. Mais au final, c'est le même nombre de paramètres en gros. Mais ordre de grandeur. Voilà, alors ensuite, donc c'est le dernier, je crois, adapteur. Mais adapteur, c'est très simple. En fait, c'est juste on rajoute un petit MLP après chaque couche de self-attention. Et après, il y a chaque MLP module, donc chaque FFN en fait. Et après, il y a plusieurs variantes. Donc, il y en a où tu fais juste après uniquement les MLP. Enfin, bref, du coup, ça fait deux types, adapteur H et adapteur L. Et après, il y a d'autres variantes. Hein. On peut imaginer de les créer un petit peu où on veut. Enfin, rajouter un petit peu où on veut, c'est FFN. Donc, voilà, il y a plusieurs variantes. Le gros problème de ça, donc à chaque fois, il me semble hein, que les MLP, c'est un peu la même idée. C'est que tu vas utiliser un rang faible en fait. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ça explose au nombre de paramètres. Mais voilà, l'idée, c'est que tu rajoutes juste ces matrices-là qui vont. Ça va être que ces matrices-là qui vont être réentraînées, comme dans l'aura. Mais c'est juste qu'au lieu de les faire en additionnant aux paramètres préentraînés, on va les faire en séquence, c'est-à-dire qu'on va rajouter des couches. Voilà. Mais du coup, ça augmente le temps d'inférence. Et c'est pas forcément plus efficace. C'est ce qu'il montre ici, en fait, quand il fait les comparaisons. Voilà. Donc en gros, bon, pour parler rapidement des benchmarks du coup. Donc là on retrouve voilà, toutes les variantes du coup qu'on a vues. Et en gros pour résumer, l'aura fait ou à peu près aussi bien ou mieux que celui qui refine tune tout. Du coup c'est intéressant. Et quand même toujours mieux que toutes les autres variantes. Tout en étant plus simple. Enfin, plus simple, pour la plupart plus simple. Parce que réentraîner les biais, c'est simple aussi. Hein, mais voilà. C'est plus simple qu'adaptateur parce que ça rajoute pas de temps d'inférence. Et c'est plus simple que pré-layer parce que c'est plus facile. C'est pas plus facile à implémenter. Enfin, si, c'est plus facile à implémenter, un petit peu plus facile. C'est plus facile à utiliser, à comprendre. Donc voilà. C'est plus modulable parce que rajouter des choses en entrée, intuitivement, c'est pas forcément aussi modulable, aussi simple d'utilisation en général que de simplement rajouter des matrices de poids qui peuvent se fusionner facilement. Donc voilà, en gros les idées. Alors sur ce dataset là qui est, alors c'est quoi déjà ce dataset? Ah oui, ça génère des menus de restaurant. L'aura bat tout le monde, même le réentraînement total, fine tuning total ici. Voilà, bref. On va pas passer trop de temps, de toute façon, c'est les benches.
C'est d'un intérêt, on va dire, c'est secondaire. Enfin, la valeur exacte des benches et de machin, ça fiche un petit peu. Voilà, alors, ici donc on arrive sur la dernière partie, qui est quand même un problème très important de Laura, qui est voilà, la grosse question qu'on a actuellement, qui est, c'est quoi Julien? C'est quoi pour toi le gros point de doute si Laura c'est vraiment efficace ou pas? Je sais pas si tu arriveras à trouver une idée. Et il y a encore un gros Hmm. point noir sur lequel on n'a pas encore parlé de Laura en fait. Et qui potentiellement ruine totalement la méthode si voilà, si ça devient un problème. T'as une idée, Julien? Pas trop. Bah R. Que prendre pour R? Et plus important, est-ce que R est critique? C'est-à-dire, est-ce que si tu changes R, si tu prends R égale 2 ou R égale 10 ou R égale 300, est-ce que ça va avoir des gros impacts? Est-ce que c'est voilà, est-ce qu'il y a besoin de fine-tuner R précisément? Et si oui, est-ce qu'il faut le fine-tuner pour chaque layer, pour chaque matrice? Eh ben la réponse, elle est heureusement non. Alors déjà, première observation, c'est que la performance, elle change pas trop si tu changes le R. Et deuxième observation, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre un R très élevé pour avoir de très bonnes performances. Donc ça c'est bien. C'est-à-dire que voilà, tu prends R égale, je sais pas, 4 pour chacune de tes matrices et t'as des chances pour que ça marche. Donc t'as pas besoin de fine-tuner R pour chaque matrice et t'as pas besoin de chercher longtemps R et tout va bien. Et en plus tu réduis assez drastiquement si tu prends R petit, genre R voilà, de l'ordre de 10, tu vas réduire énormément le nombre de paramètres. Donc voilà, donc que des bonnes nouvelles et donc c'est bien. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est effectivement pour ça notamment que Laura est si populaire et si utilisé. C'est parce qu'il est plus efficace à tous les points de vue en fait. D'un point de vue de la mémoire, d'un point de vue de la vitesse, mais même d'un point de vue de l'optimisation du tuning d'hyperparamètres, il rajoute pas, en fait, il rajoute pas spécialement de paramètres supplémentaires à tuner précisément. En fait. À part le learning rate, mais bon, ça pour faire du fine tuning, c'est un petit peu la base, donc pas de problème. Voilà. Et donc l'idée, voilà, c'est que là ils ont tracé, voilà, donc l'accuracy en fonction du nombre de paramètres entraînés. Donc le nombre de paramètres entraînés, il est modifié directement par le petit r en fait qui change. Et on voit que l'aura est constant en fait. Donc meilleur que ses concurrents ou quasi meilleur. Adapteur apparemment sur ces benches fait des résultats, enfin surtout celui-là, des résultats assez similaires. Mais Laura, on voit que c'est le seul algorithme qui est constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de fine-tuner le nombre de paramètres entraînables. Parce que là, la performance, elle est constante. En plus, elle est bonne à chaque fois. Et donc, c'est voilà, c'est intéressant. Très, très intéressant. Donc ça, c'est voilà, une propriété assez majeure de Laura, qui était la grosse propriété qui nous restait à voir. Et voilà. Donc c'est assez intéressant. Et après, dans la suite, il creuse un petit peu cette idée-là de qu'est-ce qu'il faut changer, c'est un petit peu les ablation studies voilà, pour illustrer pourquoi R finalement ça change rien si peu importe ce qu'on prend. Et d'autres trucs un petit peu voilà, en lien avec qu'est-ce qu'il faut utiliser pour utiliser Laura. Voilà, donc c'est ici en fait, c'est cette dernière partie là. Donc en fait ici, pour un nombre de paramètres entraînables, donc ça c'est aussi intéressant, pour un nombre de paramètres entraînables fixes, ils ont essayé plusieurs choses. C'est-à-dire de regarder sur quoi on va appliquer Laura. Est-ce qu'on l'applique uniquement sur les queries, uniquement sur les keys, uniquement sur les values, uniquement sur les outputs, sur query plus key, query plus value, etc. Et du coup, ils ont regardé, bah voilà, c'était quoi l'optimal, sur quoi il faut appliquer Laura pour que ce soit optimal. Et en fait, ils ont remarqué que pour avoir l'optimal, en fait, il fallait l'appliquer à la fois sur Q, sur query, sur value et sur output. Quitte à ce que on prend un rang plus faible. Parce que forcément, plus on l'applique sur plein de matrices, plus on fait forcément du fine-tuning puissante, donc assez logiquement, meilleur on va avoir des performances. Mais du coup, si on réduit le rang, on arrive à avoir un nombre total de paramètres entraînables égal. Et dans cette idée-là, c'est plus intéressant d'appliquer sur les 4 matrices d'attention. Voilà. Ce qui est assez logique parce qu'on a dit que le rang, ça ne change pas grand-chose. Qu'on prenne rang égale 2 égale 4. Donc finalement, c'est assez logique qu'il faut l'utiliser sur toutes les matrices d'attention directement. C'est parce que voilà, c'est beaucoup plus performant. Parce que sinon, ça veut dire que si on n'utilise que sur queries et keys,
Le reste est freeze. C'est-à-dire les values sont freeze en particulier. Donc c'est forcément plus puissant plutôt que de fine-tuner aussi les values. Voilà, donc très clair, on utilise sur les 4 matrices d'attention, c'est ce qui est le plus efficace. Et après, ok, donc on fait sur les 4 matrices d'attention, et après on regarde qu'est-ce qui se passe si on fait varier R. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en prenant les 4 matrices d'attention, ce qui est d'ailleurs vrai aussi quand on prend que key et values, mais bref, on se retrouve avec des performances à chaque fois qui sont assez égales, assez constantes, peu importe la valeur de R. C'est assez surprenant, c'est-à-dire que si on force nos matrices entraînées à être de rang 1, on a des performances égales ou même d'ailleurs un peu supérieures ici, à si on force le rang à être égal à 64. Donc voilà, un espace de représentation beaucoup plus élevé. En fait, ça change, enfin ça sert à rien en fait. Et ça c'est voilà, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Alors l'intuition mathématique précisément de pourquoi est-ce que ça marche comme ça, je pense pas qu'il y ait des gens dans le monde qui la connaissent, parce que je pense pas qu'il y ait de papier là-dessus. En tout cas, je n'ai pas vu vraiment. Mais voilà, empiriquement, ça marche comme ça. Après, on peut se faire une idée d'intuitivement comment ça marche derrière. Hein. Mais voilà, pourquoi est-ce que ça marche? Ça peut être assez difficile de... Enfin, on peut se dire, ok, il y a des chances pour que ça marche, mais justifier de pourquoi est-ce que ça marche vraiment, à part empiriquement, bon, c'est pas si évident. Mais voilà, en fait, il suffit de pas avoir... Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de dimensions pour repréciser la projection de l'espace latent. Voilà, c'est ça en fait qu'on peut se dire. De manière assez intéressante. Voilà, et à la toute fin, donc c'est la dernière chose du papier. On peut voir une illustration de ça en fait que uniquement les rangs les plus, enfin les rangs principaux, enfin les petits rangs sont, en fait le fait que les petits rangs aient une performance égale au rang élevé, ça montre que ce qui n'est pertinent c'est uniquement les directions principales, donc principales au sens voilà valeur singulière pour ceux que ça veut dire quelque chose. Mais bref, les directions principales sur lesquelles modifier son espace latent. Et il y a juste besoin d'avoir là ou les quelques directions principales pour avoir de bonnes performances. Et ça, on le voit ici, quand on regarde la similarité entre les espaces de dimension... voilà, peut-être celui-là est plus intéressant. Alors, imaginons on prend R égale, enfin R élevé, R égale 64. Ok. Donc on a des matrices A, B sur des espaces de rang entre guillemets assez élevé. Et on va entraîner deux fois enfin on va fine-tuner deux fois en fait notre modèle, donc avec des seeds différents, donc des initialisations différentes. Bon. Et ensuite on regarde la similarité des directions principales. Donc on va faire une décomposition SVD et on va regarder les directions principales. Et en fait on se rend compte que les premières directions, donc les directions vraiment les plus importantes, les quelques directions les plus importantes, voilà, la direction la plus importante ou alors les 5 directions les plus importantes, on retrouve la même chose. Donc c'est-à-dire que voilà, pour deux runs différentes avec deux initiations différentes, on retrouve les mêmes directions. Donc elles font du sens. Par contre, quand on va plus loin en dimension, on voit que la similarité, elle est très faible. Donc ça veut dire que en fait c'est du bruit, c'est des trucs dus à l'initialisation, mais entre guillemets, c'est intuitivement, c'est pas des directions qui sont finalement très importantes pour notre modèle parce que juste si on change l'initialisation, on va changer ces directions-là. Donc elles sont pas très intéressantes. Donc finalement, les seules directions qui sont vraiment intéressantes, c'est les premières. Déjà, voilà, le fait qu'il y ait des directions intéressantes, ça montre que c'est intéressant ce qu'on fait, quoi. Enfin, c'est effectivement, voilà, le fine-tuning, il existe. Enfin, il n'y a pas besoin juste de reprendre les modèles pre-train. Mais par contre, qu'il n'y a que quelques, pas beaucoup, de dimensions intéressantes sur lesquelles faire notre fine-tuning. Et du coup, ça l'illustre parfaitement. Voilà. Et on a d'ailleurs quelque chose d'assez similaire ici. On voit que seules les premières dimensions sont pas trop sombres en fait. C'est-à-dire la similarité est significative. Voilà. Mais ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile à interpréter. Voilà. Donc finalement, c'est ces directions-là qu'il faut apprendre, mais le reste, on s'en fiche. Et ces directions-là, on peut les apprendre, par exemple, ces 5 dimensions-là, on peut les apprendre uniquement avec des matrices de rang 5. Donc ça sert à rien d'en mettre plus. Voilà. Donc ce qui conclut Laura. Super. Voilà. Bon, finalement 1h30, parce qu'il y a des questions et tout. Ça va un peu plus long que prévu. Voilà. Dernier truc que j'ai pas dit, mais effectivement pour l'initialisation, A c'est un truc classique. Hein,
mal. Alors, peut-être borné, j'en sais rien. Et B, par contre, égale à 0, comme ça fait qu'on force le début. Enfin, on force cette partie orange, en fait, à égal à 0 au tout début. Et donc, au tout début du fine-tuning, on garde uniquement le modèle pre-train. Donc voilà, c'est exactement comme si on utilisait le modèle pre-train. Et du coup, ça stabilise un petit peu plus facilement l'entraînement. Parce que dès le début, on a quelque chose d'assez abouti, quoi. Et on a juste à fine-tuner un petit peu euh, le modèle, qui au départ, du coup, est équivalent au modèle pré-entraîné. Donc ça, c'est une technique extrêmement connue. Et le fait de prendre d'initialiser B à 0, ça modifie pas trop le gradient. Voilà. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais notamment aussi parce que A, lui, n'est pas nul. Il y a vraiment aucun problème à essayer d'entraîner B en initialisant à 0. Pour les gradients, ça pose pas de problème. Voilà. C'est un truc assez connu. Quand tu rajoutes une branche ou quand tu rajoutes des trucs comme ça, tu initialises à 0, ça stabilise le fine-tuning. Ça accélère le fine-tuning, ça facilite le fine-tuning.